Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce bilan de AEW Revolution qui avait lieu à Chicago dans l'Illinois. Quel PPV ce fut, quel pay-per-view ça fut, quel pay-per-view, c'est le show incroyable, incroyable. Je vous préviens, je vais être un peu expansif dans ma façon de commenter ce que je viens de voir parce que je l'ai vu voilà, ce matin et j'ai rarement été autant impliqué dans un PPV, pas pour tous les matchs. Vous allez peut-être avoir l'impression que je suis un peu de mauvaise foi, je ne le suis pas. Le show a commencé avec le kick-off, plutôt le buy-in comme ils appellent ça à AEW, avec le match SCU contre le Dark Order. Alors le Dark Order a gagné extrêmement vite, sans cérémonie, ils ont vraiment juste été meilleurs plus vite. Ils n'ont pas triché, il n'y a pas eu d'intervention en leur faveur, ils ont juste été meilleurs. En fait, tout l'intérêt, je pense, de ce match, c'était ce qui est arrivé après, c'est-à-dire le Dark Order a commencé à agresser SCU et Colt Cabana, qui est un catcheur, qui est un héros local, on va dire, l'ancien meilleur ami de CM Punk, donc qui vient de Chicago, est intervenu pour affronter le Dark Order, mais évidemment, ils étaient plus nombreux, donc ils ont commencé à l'agresser lui. Puis un personnage encapuchonné est arrivé, alors évidemment... il s'attendait à ce qu'on pense que ce soit l'Exalted One, le chef du Dark Order, qui est toujours, dont l'identité est toujours inconnue. Évidemment, ce n'était pas l'Exalted One, c'était Christopher Daniels, le troisième membre de SCU, qui a fait le ménage et qui a donc sauvé Colt Cabana. Et voilà, et tout le monde était content. J'ai mis C parce que franchement, le match n'était pas intéressant. Tout ce qu'il y avait après le match, je m'y attendais que ce soit Chris Daniels sous la capuche. Et Colt Cabana, franchement, je m'en fous un peu. C'était bien pour les gens sur place. Évidemment, les gars, ils connaissent Colt Cabana, c'est la star de la ville. Mais personnellement, j'en avais un peu rien à foutre. Le show s'est ensuite, enfin la carte principale du show a ensuite pu commencer avec Jake Hager contre Dustin Rhodes. J'ai mis C à ce match-là aussi, c'était pas vraiment excellent. Jake Hager est beaucoup plus agile qu'il ne paraît. Il n'y avait rien de bien passionnant dans le match. En soi, il aurait peut-être pu mériter un C+, peut-être un B-. Il y a juste un spot qui m'a bien saoulé quand même. Il y avait la femme de Jake Hager dans le public. Elle l'encourageait, mais elle l'encourageait chiant, c'est-à-dire lui, il arrêtait pas de lui faire des bisous, genre oh, je t'aime, alors que c'est... Voilà, vous voyez, c'est le genre de truc qui est pénible, qui est mignon au début, mais à force de le faire, tu te dis, bon, c'est bon, merde, le match maintenant. Et alors, au bout d'un moment, Dustin Rhodes se plante devant la femme de Jake Hager. Cette dernière va pour lui mettre une claque, il l'interrompt et il l'embrasse de force. Est-ce que c'est le genre de blague qui marche encore aujourd'hui? Pour moi, c'est un peu daté, ce genre de blague. J'ai trouvé que ce spot était vraiment de mauvais goût. Et puis, pour une compagnie qui se veut, j'allais dire, plus progressiste que la concurrence, bah, ce serait bien de limiter ce genre de spot. On va pas développer autre mesure, mais j'aurais été hypocrite de pas souligner le fait que personnellement ça m'avait dérangé. Ah oui, il y avait autre chose qui m'a dérangé, c'est qu'à un moment donné, Dustin Rhodes a mis un coup dans les parties de Jake Hager, et l'arbitre l'a totalement vu, mais a décidé de pas le disqualifier. Je sais pas du tout pourquoi. C'était vraiment très perturbant ce match. Quand je dis que ça a été un des meilleurs shows que j'ai vu, vous allez vite comprendre. En fait, j'ai trouvé TakeOver Portland meilleur, mais parce que NXT est tout le temps excellent. Le fait que AEW, ça soit plus en dents de scie, ça permet que les hauts aillent plus haut que les hauts de NXT. Je dis ça maintenant parce que je viens de vous parler des deux premiers matchs et je suis pas super dedans alors que je viens de vous dire que le show était incroyable. Le show était varié et la variété ça permet que l'excellence sorte du lot. Quand je pense à TakeOver Portland, à part le heel turn de Johnny Gargano et encore c'est parce que c'était le main event, il y a rien qui sort vraiment de la masse. Que là, il y a deux matchs que je retiendrai longtemps, je pense. Sammy Guevara contre Darby Allin. Celui-là, je lui ai mis A- parce que je l'ai trouvé vraiment très très bon. Les deux gars commencent à se battre avant que la cloche ne sonne. Je dis les deux gars, mais en fait, c'est Darby Allin qui commence à agresser Sammy Guevara et c'est bien. J'adore Darby Allin parce que il met toujours beaucoup d'énergie dans tout ce qu'il fait. C'est hyper rafraîchissant de regarder un match de Darby Allin. À un moment donné, Guevara a fait un 630 à travers une table à l'extérieur du ring sur Darby Allin. Le match avait toujours pas commencé à ce moment-là. Camille m'a fait remarquer que Sammy Guevara a fait l'essentiel des attaques dans le match et du coup elle a trouvé ça un peu injuste que Darby Allin gagne. Pour moi, sa façon de vendre les prix, ça justifie à elle seule qui gagne le match. Ah oui, ils ont fait une avalanche Spanish Fly. Sammy Guevara a couru vers le coin, sauté directement sur le coin, sur la troisième corde, et a enchaîné avec... Enfin, il a un peu perdu l'équilibre, il s'est rattrapé, il a fait une avalanche Spanish Fly sur Darby Allin. Ils ont de l'énergie, mais à plus savoir qu'en foot, ces mecs-là, c'est assez impressionnant. Et donc, Darby Allin a gagné avec le coffin drop sur Sammy Guevara. Très bon match, mais rien à côté de Adam Page et Kenny Omega contre les Young Bucks. Ça va vous sembler vraiment trop superlatif. Je pense que c'est le meilleur match que j'ai vu.
si c'est pas le meilleur. Je l'ai vu ce matin, donc peut-être qu'il y a le fait que je l'ai vu très récemment qui rentre en ligne de compte. Le seul qui me vient qui peut rivaliser avec, c'est Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa et NXT TakeOver New Orleans. Ouais, c'est peut-être celui-là c'était le meilleur, mais celui-ci du coup il est récent, donc c'est difficile, mais il y a tellement de choses. Je vais pas te détailler tout le match, mais je vais vous parler de tout ce qui fait que ce match était énorme. Quand les catcheurs arrivent sur le ring, au-dessus de leur nom, ils ont un peu de contexte, si vous voulez, un peu de contextualisation pour expliquer pourquoi ils se battent, quels sont les enjeux. Par exemple, quand Chris Jericho est descendu sur le ring, il y avait 182 jours en tant que champion de AEW. À chaque fois, ils ont genre invaincu en 2020. Quand Orange Cassidy est descendu sur le ring, il y a eu marqué que c'était son premier match solo à AEW. Bref, il y a de la contextualisation. Et pour Adam Page, à chaque fois qu'il descendait sur le ring, il y avait une vanne. Depuis qu'il a été vaincu par Chris Jericho, il a commencé à sombrer dans l'alcool, et du coup, à chaque fois, c'était une vanne, souvent en rapport avec l'alcool, pour l'introduire. Du coup, c'est marrant, mais ça fait vraiment genre Adam Page est une blague. Là, il n'y avait rien sur sa truc. Il n'y avait même pas de la contextualisation, il n'y avait rien. C'était hyper subtil. Je pars du principe que vous connaissez le contexte parce que je vous l'ai expliqué dans les pronostics. Parce que sinon, je vais le raconter, ça va être très long. Nick Jackson propose une poignée de main à Kenny Omega qu'il accepte. Ensuite, c'est Matt Jackson, donc le deuxième Young Buck, parce que c'est des frères, hein, les Young Bucks, c'est Matt et Nick Jackson. Matt Jackson propose une poignée de main à Hangman Page. Ce dernier lui crache à la gueule parce qu'il sait qu'il y a du mépris dans cette poignée de main. C'est-à-dire que les Bucks méprisent Page et lui, il est pas dupe. Enfin, méprise Page. C'est même pas un mépris, vous savez, c'est pas un mépris agressif. Parce qu'ils sont amis, ils sont vraiment profondément amis, mais les Young Bucks se considèrent comme la meilleure équipe du monde, donc ça implique qu'ils sont une meilleure équipe que Page et Omega, et surtout, ils considèrent que Adam Page leur doit tout. Ils lui ont fait signer à AEW, et c'est à AEW qu'il est devenu une star. Donc voilà, il y a cette espèce de mépris, du coup, Page, ça passe pas du tout avec Page. À un moment donné, Kenny Omega veut que Hangman Page lui passe le tag. Page passe le tag en lui tapant sur le torse, plutôt que lui taper dans la main. Il y a des tensions, mais il y avait toujours de la tension entre les quatre gars qui sont pourtant super amis. C'était très prenant comme match. À un moment donné, Hangman Page va pour faire passer Matt Jackson à travers une table, mais Kenny Omega l'en empêche. Il y a des séquences incroyables, j'ai noté séquences incroyables à peu près 4-5 fois dans mes notes. Il y a un truc que j'ai appris après coup, mais j'ai pas tilté pendant le match, c'est Adam Page a fait un coup qui est apparemment un coup signature de Marty Scurll, le dernier membre de l'Elite qui est toujours à Ring of Honor, qui est pas encore à AEW. L'Elite, c'est les quatre gars, plus Cody Rhodes, plus Marty Scurll, donc qui est toujours à Ring of Honor. Et Adam Page a fait mine de faire un super kick pour que l'adversaire se protège et lui a ensuite fait un super kick dans les genoux ou dans l'abdomen, je sais plus. Je pensais que c'était un coup signature d'Adam Cole parce qu'il le fait souvent, mais non, apparemment c'est un coup signature de Marty Scurll. Adam Cole a également fait partie du Bullet Club. Jamais de l'élite, mais il a fait partie du Bullet Club avec tous ces gens-là, quoi. Parce qu'évidemment, Kenny Omega... Les Young Bucks, tous ces gens-là ont fait partie du Bullet Club. Nick Jackson a réussi à se sortir de 2 V-Trigger de Kenny Omega. C'est pas sa prise de finition, mais c'est une prise signature de Kenny Omega qui peut finir un match, le V-Trigger. De 2 V-Trigger et d'un Tiger Driver 98, qui est une autre prise signature de Kenny Omega. Kenny Omega a 50 prises de signature, mais il a une prise de finition, je dirais. C'est le One Winged Angel. L'ange a une L, c'est encore plus chiant à dire. One Winged Angel! One Winged Angel! Voilà. Et cette prise de finissant-là, il n'y a qu'une seule personne au monde qui s'en est... Enfin, à ma connaissance, qui s'en est sortie. C'est Kota Ibushi, le meilleur ami de Kenny Omega, qui est resté à New Japan. Ils ont catché en équipe sous le nom des Golden Lovers. Et si j'en parle, c'est parce que ça va rentrer en ligne de compte plus tard dans le match. Matt Jackson envoie Hangman Page sur la rampe à l'extérieur du ring, mais il enchaîne les Northern Light Suplex, donc c'est un truc que Matt Jackson fait régulièrement sur Page à l'extérieur du ring. Et non content de l'avoir amoché, ils lui font le Meltzer Driver, leur prise de finition sur la rampe. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, Hangman Page est fini. C'est bon, ça y est, ils ont réglé le compte d'Hangman Page. Mais l'histoire qui a été brillamment racontée, c'est que les Young Bucks étaient agressifs envers Hangman Page, mais uniquement envers lui, c'est-à-dire ils catchaient en babyface contre Kenny Omega et ils catchaient en heel contre Hangman Page. À un moment, je sais, très progressivement, ils se sont mis à catcher en heel aussi contre Kenny Omega, parce que ils veulent ces titres, ils sont fatigués, ils en ont marre et ils veulent gagner. Mais l'erreur, ça a été de faire un Golden Trigger, c'est la prise de finition des Golden Lovers sur Kenny Omega. Ils ont pris chacun une main de Kenny Omega et lui ont fait un coup de genou chacun dans la tronche. C'était la prise de finition des Golden Lovers. Je sais plus lequel des deux Jackson lequel des deux Young Bucks fait le tomber. Omega s'en sort à 1 et
et remonter. C'est-à-dire, tu fais pas ça. Il y a toujours une histoire en fond comme quoi Kenny Omega, le Japon lui manque, Kota Ibushi lui manque. Et d'ailleurs, Kenny Omega a utilisé la prise de finition de Kota Ibushi dans le match qu'il a eu là, cette semaine cette semaine sur Dynamite. Bref, voilà, au lieu de finir Omega, ils l'ont énervé en faisant cette prise de finition-là, le Golden Trigger. Ils font ensuite un Meltzer Driver sur Kenny Omega, mais Hangman Page intervient pour sauver Kenny Omega. Ils font leur prise de finition, le Buckshot V-Trigger, c'est-à-dire leurs 2 prises de finition combinées sur Matt Jackson, qui s'en sort, qui arrive à résister au compte de 3. Kenny Omega veut le finir avec le One Winged Angel, mais comme il a été blessé à l'épaule pendant le Iron Man match contre Pac cette semaine à Dynamite, il peut pas le finir, il peut pas faire cette prise de finition. Hangman Page rentre sur le ring et fait un One Winged Angel sur Matt Jackson. J'ai sauté du canapé, j'ai fait « Oh non, C'était incroyable. C'était incroyable. C'est une preuve d'amitié et de respect d'Hangman Page pour Kenny Omega. C'est-à-dire, tu peux pas faire ta prise de finition, je vais la faire pour toi. Qu'ils arrivent à mettre du respect et de l'amitié, de rappeler qu'ils sont amis dans ce match qui est plein de tension. C'est brillant. Ça a pas suffi. Ça aurait pu suffire, mais Nick Jackson est intervenu pour briser le compte de 3. Hangman Page fait un Buckshot Lariat sur Nick Jackson et un autre Buckshot Lariat, donc sa prise de finition, sur Matt, ou l'inverse, je sais plus. Et il remporte seul le match pour l'équipe. Déjà, j'hésitais entre S et A+. Pour moi, ce qui m'a fait pencher plus la balance vers un S, c'est ce qui s'est passé après le match. Parce que c'était incroyable de subtilité. Les Jackson, les Young Bucks, commençaient à vouloir faire la paix, si vous voulez, avec Page et Omega, à leur dire bon, écoutez, on s'est chauffé, mais c'est parce qu'on voulait le titre. On vous respecte, vous nous avez battus, il n'y a pas de souci. Même Kenny Omega, il était un peu réticent, c'est-à-dire il se disait vous avez quand même été des connards. Hein. Il a fini par accepter de leur pardonner. Hangman Page est resté dans son coin, c'est-à-dire que visuellement ils étaient vraiment tous les trois en train de... Enfin, Kenny Omega et les Young Bucks, la première formation de The Elite, ils étaient tous les trois dans leur coin, avec Hangman Page à gauche cadre, et Omega et les Young Bucks étaient tous les trois en position de super kick. C'est rien, quoi. C'est le genre de truc, tu peux ne pas le remarquer. Mais quelqu'un qui connaît le catch sait comment se tient un catcheur avant un super kick. C'est genre, de profil, les jambes juste écartées ce qu'il faut. C'est-à-dire, c'est pas une posture normale, c'est une posture... c'est vraiment une posture, je vais donner un super kick. Ils mettent pas de super kick. Hangman Page sort du ring, reste aux abords du ring, pose sa ceinture. Pendant qu'il pose sa ceinture, les Young Bucks sortent du ring de leur côté. Il ne reste que Kenny Omega. Hangman Page attrape la corde. C'est la position qu'il a pour faire sa prise de finition. Le Buckshot Lariat. Le Buckshot Lariat, c'est il saute par-dessus la corde et puis il fait une corde à linge. Quand Kenny Omega se retourne, Hangman Page écarte les cordes pour qu'il puisse sortir. C'est un signe de politesse. Tellement de tension. Ça peut tellement partir dans n'importe quel sens. Ils disent pas, ils ont hésité à faire un super kick, il a hésité à faire un Buckshot Lariat. Non, ça se trouve, il n'y a pas pensé du tout. Ça se trouve, c'était la position qui voulait ça. Évidemment, ça a été chorégraphié pour que nous, on y pense. C'était brillant, le match était brillant, la fin était brillante, tout était brillant. Ça fait tellement de bien de voir une histoire racontée comme ça à la perfection. Et pendant ce temps-là, à SmackDown, Goldberg arrive. Bon, bah, je suis champion, qui c'est le suivant? Et Roman Reigns y arrive, il fait, ah bah, moi? M'a bien énervé l'épisode de SmackDown là, de cette semaine. Mais pourquoi tu regardes encore? Parce que des fois c'est bien. Ensuite, on a eu le mauvais match de la soirée. Vous allez peut-être pas être d'accord, je suis désolé. Chris Statlander contre Nyla Rose. Alors évidemment, j'ai mis D+, à ce match-là. Évidemment, elles ont eu la très lourde tâche de passer après ce match incroyable de Kenny Omega, Adam Page et les Young Bucks. J'ai eu l'impression qu'elles n'ont pas trouvé leur marque. Statlander a botché un saut carpé à un moment donné. C'était bizarre parce que je l'ai vu en faire plusieurs et ça lui posait jamais de problème. Mais là, voilà, celui-là, elle l'a raté. Nyla Rose avait Chris Statlander piégé dans un STF, une prise de soumission. Et sans aucune raison, elle a arrêté de le faire. Nyla Rose fait une beast bombe sur Statlander, donc sa prise de finition. Statlander s'en sort, mais sans vraiment de réaction. Rien n'a d'impact, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de matière, c'est vraiment juste toi challenger, toi championne, allez-y. Statlander a essayé de faire un superplex, enfin ils ont appelé ça un avalanche brainbuster, mais vraiment c'est un superplex,
sur Nyla Rose, mais elle a un peu perdu l'équilibre. Ça m'a un peu fait peur parce que ce genre de truc là, quand tu perds l'équilibre, ça doit être hyper dangereux. Et à la toute fin, Nyla Rose a fait, alors les commentateurs ont dit, elle a fait un avalanche beast bomb. Franchement, elle tenait Statlander et elle est tombée. Moi, j'aurais limité à ça parce que pour moi, le beast bomb, c'est... Il y a le pop-up et il y a le assis. Il faut les deux pour faire un beast bomb. C'est comme un Batista bomb. Un Batista bomb, c'est pas juste un power bomb, c'est un power bomb où il s'assoit en même temps. Là, elle est vraiment... En plus, elle a pas bien relevé Statlander. Bref, le match était pas... Elle a pas bien relevé Statlander et elle est vraiment juste tombée, quoi, sur ses pieds. J'ai vraiment pas trouvé le match bon. C'est dommage parce que je vous dis, la division féminine de AEW commence à reprendre du poil de la bête. Mais là, ce match-là était pas à la hauteur. Il était même pas aussi bon que Rio contre Nyla Rose sur Dynamite il y a 3 semaines. Ensuite, on a eu le match très attendu MJF contre Cody. J'ai été très surpris / déçu par ce match. Je lui ai mis B+, mais parce qu'en fait, c'est un A-, c'est-à-dire qu'il y avait énormément d'histoires, mais elle était pas super bien racontée, quoi. C'était une bonne histoire, très mal racontée. D'abord, le groupe Downstate a chanté le thème de Cody Rhodes pendant qu'il arrivait sur le ring. Je suis désolé s'il y a des fans de Downstate dans mon public. C'était nul, hein. Le chanteur, il chantait faux, mais il chantait faux sa mère, quoi. C'est-à-dire que ça aurait été un groupe de potes de Cody qui chante son thème d'entrée, je me serais dit... C'est un peu mignon. Là, non, c'est le groupe qui chante d'habitude. Cody a un nouveau tatouage dans le cou. Je me suis dit, c'est un tatouage, sans doute un tatouage temporaire. Non, c'est pas un tatouage temporaire. J'aurais préféré que Cody commence à agresser MJF direct, parce que ça fait plusieurs mois qu'il attend de pouvoir voir ce match. Et non seulement ça a été très méthodique au début, mais en plus, MJF dominé. C'était un peu déroutant parce que tu t'attendais à avoir une grosse catharsis que t'as jamais eu. Un peu à la fin quand Cody a commencé à revenir dans le match. Ah oui, à un moment donné, je crois que Cody a rendu un hommage à Randy Orton. Il a fait la pause de Randy Orton, comme ça. Je la fais pas très bien, au cas où ça vous aurait échappé. Et ensuite, il allait faire un DDT en cédant des cordes, comme fait Randy Orton. Je crois, hein, j'ai cru lire ça. Je suis pas sûr et certain, mais pour moi, c'était ça. Il y a un moment rigolo où MJF a tenté de faire un tombé en s'appuyant sur les cordes avec Wardlow qui lui tient les pieds sur les cordes. L'arbitre a même pas compté un avant de le voir et l'a regardé genre... Sérieusement, tu penses que ça va passer? Il y a un moment qui m'a vraiment surpris / saoulé. Pendant le match, MJF a voulu se servir de la ceinture de Cody Rhodes pour lui fouetter le dos avec. Ça rappelle toute l'histoire qu'ils ont eue. Je vous replace pas le contexte, si vous avez regardé le pronostic, vous avez le contexte. L'arbitre a pris la ceinture des mains de MJF, genre non, faut pas faire ça. Quand Cody a pris la ceinture dans l'intention de fouetter MJF, il a dit à l'arbitre « Allez, c'est MJF, c'est un connard, il m'a fouetté 10 fois, je peux bien le fouetter une fois. » Et l'arbitre a fait « Bon, allez, ok. » Faut une cohérence quand même, je trouve ça important. MJF s'est ouvert le front après un ensiguri de Cody Rhodes. MJF est sur le point de perdre, il fait semblant de pleurer, il lui fait un gros câlin, genre « Je suis vraiment désolé pour ce que je t'ai fait. » Puis il lui crache à la gueule. Et il profite de la distraction pour prendre la bague avec un énorme truc dessus qu'il a gagné dans un tournoi sur Dynamite, pendant que ni l'arbitre ni Cody regardent parce qu'il vient de se faire cracher dessus. Cody lui fait son crossroads, donc sa prise de finition. Il pourrait avoir gagné le match, mais comme il est énervé, il lui fait un deuxième crossroads. Il pourrait encore avoir gagné le match, mais il le relève parce qu'il a l'intention de lui en faire un troisième. Et MJF, par réflexe, lui met un coup de poing avec la bague. Cody est sonné, MJF tombe sur Cody et gagne le match. Et d'ailleurs, l'arbitre, qui était donc totalement acheté, hein, là je vois pas d'autre argument, compte très lentement jusqu'à 3 et Cody ne s'en sort pas. C'est pour ça que je dis B+, et franchement B+, là, en vous le résumant, je me trouve sympa. Tout ce que je vous ai pas résumé, c'était bien. Je vous ai pratiquement parlé que des défauts, et il y a quelques défauts dont je vous ai pas parlé, notamment le fait que Brandi Rhodes, à un moment donné, a jeté de la bière au visage de Wardlow, le garde du corps de MJF. Du coup, Wardlow s'est approché d'elle, peut-être pas pour l'agresser, mais plus probablement pour lui faire remarquer que c'est pas très sympa, et Cody lui a sauté dessus. Ok, merci Brandi Rhodes. Ensuite, pareil, Brandi a essayé de faire un crossbody sur Wardlow. Wardlow l'a attrapé, évidemment. Elle est toute légère. Il l'a mis sur ses épaules. Cody a dit « Ah, toi, tu la poses par terre !» Wardlow, il l'a posé par terre. Cody est allé pour faire un big boot sur Wardlow ensuite. Wardlow l'a échappé. Et c'est Arn Anderson, le manager de Cody Rhodes, qui est un ancien catcheur également, qui l'a pris dans la gueule. À chaque fois que Brandi est intervenu, c'était pour foutre la merde, hein, finalement. Je suis pas très fan de Brandi Rhodes, mais je pense que ça vient du fait que ça vient du Nightmare Collective qui était vraiment... qui a vraiment tiré la division féminine par le bas, d'après moi. Mais le match était quand même vachement bien.
et avec beaucoup de défauts, mais quand même il était bien. C'est du ressenti après. Moi je vous parle de ce que j'ai remarqué, c'est difficile de vous décrire un ressenti. Orange Cassidy contre Pac, c'était vraiment très drôle. C'était vraiment très bien fait comme match. L'entrée d'Orange Cassidy est parfaite, c'est-à-dire que même ses effets pyrotechniques, ils ont la flemme. Ça a fait un petit pfft, et puis un peu de fumée. C'est genre la grosse flemme. Le public a franchement fait le match. J'exagère, tout a fait le match. Orange Cassidy était génial, Pac était vraiment très bon aussi. Tout le personnage d'Orange Cassidy, c'est qu'il a la flemme et que dès qu'il fait un tout petit peu d'effort, le public s'enflamme, quoi. Genre, il fait un petit coup de pied comme ça, le public fait «Oh!» Et sans qu'il y ait aucune raison, ils ont chanté «This is awesome!» Ils ont chanté Fight Forever, ou alors ils ont chanté Holy shit, alors qu'ils venaient juste d'entrer sur le ring. Le public a vraiment rendu le match encore plus drôle que ce qu'il était déjà. Et ce que j'aime beaucoup avec Orange Cassidy, c'est que tout son arsenal est hyper dynamique. Et du coup, le contraste entre j'en ai rien à foutre, et en fait, il passe de 0 à 100 très rapidement. Et quand il est à 100, il est très... c'est super vivant, c'est vraiment très très bon. Et Pac a vraiment joué l'enfoiré, quoi. C'est-à-dire, son surnom c'est The Bastard, et il le porte bien. Il s'est foutu de la gueule et d'Orange Cassidy et du public. Et en même temps, quand Orange Cassidy était sérieux, il a pris le temps de vraiment vendre ses attaques. Pac était vraiment très très cool aussi. À un moment donné, Orange Cassidy était à terre et Pac allait partir pour son Black Arrow du haut de la 3ème corde. Orange Cassidy roule, roule très paresseusement à l'extérieur du ring de l'autre côté. Du coup, Pac va le chercher, le refoule sur le ring, remonte sur le coin, et Orange Cassidy roule. Du coup, Pac repart le chercher, le remet sur le ring, et en voyant que Orange Cassidy se remet à rouler, Pac fait le tour du ring, se met devant lui, et Orange Cassidy, du coup, à force de rouler, arrive en face de Pac, et il lui sourit genre... Oh... Et il se met à rerouler dans l'autre sens. Le public chante « This is wrestling !» Ah, c'était vraiment très très drôle. Et en plus, il a été protégé dans la défaite, Orange Cassidy, parce que les Lucha Brothers sont intervenus pour agresser les Best Friends qui étaient dans le coin d'Orange Cassidy. Ça a distrait Cassidy, et donc Pac a pu placer son Brutalizer pour la victoire. Très bon, je lui ai mis B+, à celui-là aussi. La seule différence, c'est que du coup, là, je vous ai parlé que de positif, parce que c'était... Mais vous voyez, c'était pas un match sérieux, c'était un match pour rire, mais c'était pour une blague, elle était très drôle, quoi. Et enfin, nous avons le main event, Jon Moxley contre Chris Jericho. Il y a un chœur qui a chanté la chanson d'entrée de Chris Jericho, donc pour la bataille de celui qui a son entrée chantée par quelqu'un, Chris Jericho a gagné face à Cody Rhodes, sans aucune difficulté. J'ai eu un petit problème au début du match. Chris Jericho a commencé à agresser Jon Moxley à l'extérieur du ring, à l'emmener dans le public et à le frapper avec des objets et tout. L'arbitre était là, ne comptait pas le décompte à l'extérieur et n'a pas compté de disqualification alors que le match avait commencé. Le catch, il faut suivre les règles, c'est hyper important. Sammy Guevara et Darby Allin, ils s'en sont sortis parce que le match n'avait pas encore commencé, donc du coup, tu peux pas te faire disqualifier si le match n'a pas commencé, c'est une évidence. Mais là, le match avait commencé, il n'y avait aucune raison pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont fait. Ouais, bon, c'était un match de folie. À un moment donné, Moxley a mordu l'arête nasale de Chris Jericho alors qu'il avait des points ici à cause d'un coup de boule qui s'était pris à Dynamite cette semaine. Le public a chanté You sick fuck. Jericho a éclaté la face de Jon Moxley, enfin l'arcade de Jon Moxley sur un poteau, du coup il saignait sur son cache-œil. C'était très visuel, très fort visuellement. Jericho a fait un powerbomb sur Moxley à travers une table sur la cloche du timekeeper. Ça avait l'air de faire très mal. Et globalement, Jericho a dominé la première moitié du match sans vraiment de difficulté. Moxley, jusqu'à ce que Moxley arrive à appliquer un Walls of Jericho, donc une des prises de finition de Chris Jericho, sur le champion lui-même. Jake Hager est intervenu et Jericho en a profité pour placer un Codebreaker, puis un Walls of Jericho. Moxley a réussi à s'en sortir. Aubrey Edwards a banni Santana et Ortiz, donc 2 membres de l'Inner Circle, et Jake Hager qui est aussi membre de l'Inner Circle. Elle les a bannis des abords du ring, mais avec le plus d'emphase que j'ai jamais vu un arbitre mettre autant d'emphase sur un bannissement, si vous voulez. Elle a fait hop, elle a tourné sur elle-même et vous sortez. et Ortiz a vendu ça comme si c'était pris un coup dans la gueule, genre oh non. C'était très vivant. C'est ce qui fait la force de AEW, c'est qu'à côté des trucs très formatés, très aseptisés de la WWE, et franchement très con de la WWE, ça fait vivant, ça fait organique, quoi. Mais il manquait un membre de l'Inner Circle, et Sammy Guevara, donc le dernier membre de l'Inner Circle, est descendu vers le ring en passant par le public, pendant que l'arbitre était occupé à renvoyer les 3 autres dans les coulisses.
Il a pris la ceinture et il a mis un coup de ceinture à Jon Moxley. Chris Jericho a donc tenté de tomber juste après et ça n'a pas fonctionné. Chris Jericho s'est dit c'est pas grave, je vais aveugler l'œil valide de Jon Moxley, donc parce que Jon Moxley a un cache-œil depuis que Jericho lui a planté une des pointes de sa veste dans l'œil. Et à la fin du match, Moxley a enlevé son cache-œil pour révéler que en fait il peut voir de son œil droit, il est déjà guéri. Et toute la stratégie de Jericho tombe à l'eau puisqu'il comptait beaucoup sur l'aveuglement partiel de Moxley pour gagner. Et Moxley a mis un premier paradigm shift, a dévoilé le truc du cache-œil et a collé un deuxième paradigm shift à Jericho pour devenir le nouveau champion de AEW, ce qui est vraiment très cool. Je pronostiquais une victoire de Chris Jericho parce que je trouvais que le titre lui allait bien. Franchement, il ira bien à Jon Moxley aussi, j'en suis sûr. J'ai hâte de voir où ça va aller. J'ai hâte de voir ce que Moxley pourra offrir comme champion. Et j'ai hâte de voir où Jericho ira sans le titre, maintenant qu'il n'est plus le champion. J'ai hâte de voir où ça va aller. C'était vraiment un show, vraiment un très bon show. Donc pour moi, le match de la soirée, ça a été évidemment Page et Omega contre les Young Bucks. Les MVP de la soirée, dans l'ordre, j'ai noté Jon Moxley, Hangman Page, les Young Bucks, Chris Jericho, MJF et Orange Cassidy. Et en moyenne, le show a une note de B+, soit un tout petit peu moins que le Royal Rumble. J'ai tenu compte de vos critiques concernant le stage, c'est-à-dire que beaucoup de gens m'ont fait remarquer que Brock Lesnar n'était pas dans le top 50 et que c'était bizarre. Du coup, maintenant, les PPV comptent pour plus dans le barème. J'applique des multiplicateurs en fonction de s'il y a un titre en jeu, si c'est le main event, si c'est le premier match, si c'est dans le pre-show. Il y a différents trucs qui rentrent en ligne de compte. La force de Révolution, c'était un match qui était au milieu, donc du coup, qui compte moins pour le barème que le main event. Et pour moi, Révolution, en fait, Révolution est le deuxième pire show de l'année, mais c'est parce qu'il y a eu Super Showdown, sinon ce serait le pire. Mais parce qu'en face, on a le Royal Rumble qui était incroyable, je veux dire. On a eu le Finn contre Daniel Bryan qui était vraiment excellent. On a eu Becky Lynch contre Asuka qui était très bon aussi. Bref, le Rumble a été vraiment très très bon. Le Rumble a été extraordinairement bon cette année. NXT TakeOver Portland est deuxième parce que c'était excellent, mais le premier match, le meilleur match pour moi, le meilleur PPV, le meilleur show pour moi, pardon, de l'année, c'est toujours Worlds Collide avec le main event de Imperium contre Undisputed Era, qui a également eu un S. Ça fait que 2 mois que l'année a commencé et il y a déjà 2 matchs qui ont eu un S. C'est une bonne période, hein. C'est une bonne période pour être fan de catch en ce moment. Et si vous vous étonnez que Brock Lesnar n'est pas dans le classement pour le... Je dis ça très vite en aparté. Si vous vous étonnez que Brock Lesnar n'est pas dans le classement pour le stage de 2020, il était 7ème en janvier et là, on est en février et il est 49ème. Merci le match contre Ricochet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt pour les pronostics pour Elimination Chamber et la parenthèse qui devrait sortir dimanche prochain normalement. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer les notifications, c'est ça qu'il faut faire. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du show et n'hésitez pas à me dire si vous m'avez trouvé trop superlatif et trop enthousiaste peut-être. N'hésitez pas à me donner votre opinion d'une façon générale. Je réponds aux commentaires quand j'ai le temps et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!